Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Avant de commencer cet épisode, juste un petit message supplémentaire. Cet épisode, lorsque j'ai commencé l'enregistrement, je pensais pouvoir le faire en une seule fois et pouvoir l'enregistrer en une seule journée. En réalité, il sort avec du retard. Pourquoi? Parce que je me suis bien aperçu qu'il y avait tellement de choses à dire qu'après un premier nettoyage des rushs, je me retrouvais avec 1h10 de matière et encore pas mal de choses à vous dire. J'ai donc décidé de le couper en plusieurs épisodes. Cette première partie sera consacrée à la réalisation d'une table équatoriale. Je vais vous montrer carrément 4 méthodes pour réaliser votre table équatoriale, que l'on va motoriser avec simplement un moteur EQ1, EQ2 qui coûte une cinquantaine d'euros. Une telle table équatoriale va vous coûter au total à peu près 200 euros pour un résultat qui fonctionnera déjà suffisamment bien en observation visuelle pour de l'astrodessin, mais également pour commencer un petit peu de photo planétaire. En photo du ciel profond, il va falloir partir sur une motorisation un petit peu plus balèze et puis surtout songer à faire de l'autoguidage. On en parlera dans les épisodes suivants. On parlera donc, il y aura un deuxième épisode sur les moteurs pas à pas, les cartes Arduino, etc. Un troisième épisode sur les questions d'autoguidage avec toutes les différentes solutions que j'ai testées. Et ensuite, je pense qu'on fera un live dans lequel nous allons ensemble coder un premier logiciel Arduino pour vous montrer un petit peu voilà, comment fonctionne le codage Arduino. Je pense que de le faire sous la forme d'un live, ce sera pas mal parce que ce sera dynamique et on répondra à vos questions. Donc je vous souhaite un bon visionnage de cet épisode qui dure quand même pas loin de 40 minutes, mais sur lequel normalement vous devriez avoir toutes les billes pour pouvoir faire votre propre table équatoriale. En termes de temps, il vous faudra peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça dépendra aussi de savoir si vous allez travailler que le week-end ou si vous allez travailler aussi en semaine. Après, ça peut être un petit peu plus court, ça dépend aussi de votre outillage, de votre habitude de faire du bricolage et des choses comme ça. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire un tutoriel sur la construction d'une table équatoriale. Nous sommes à la mi-mai 2021 et donc à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant les vacances d'été. C'est peut-être le bon moment pour vous lancer. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment fabriquer ces tables. Mais déjà, répondre à la première question, pourquoi est-ce qu'on fait une table équatoriale? Vous le savez, quand vous faites un télescope, si vous avez un télescope de 200 mm de diamètre, vous allez l'acheter dans le commerce et il va peser à peu près 10 kg. Et en fait, c'est tout simple, mais quand vous allez doubler le diamètre de votre télescope, vous allez donc doubler la dimension en X, en Y et en Z. Résultat, vous allez multiplier par 8 globalement, mais peut-être un peu moins quand même, le poids et le volume de votre instrument. Donc à partir de ce moment-là, quand vous voulez avoir un télescope de 300, 250, 300, voire 400 mm de diamètre, vous n'allez plus pouvoir le placer sur une monture équatoriale dont le tarif sera raisonnable. Une monture EQ8, ça commence à coûter extrêmement cher. Donc à un moment donné, vous allez aller sur une monture Dobson, raison pour laquelle, en visuel, on est beaucoup à avoir des télescopes Dobson. Le seul problème du télescope Dobson, sauf s'il est motorisé altitude azimut, comme c'est le cas par exemple des FlexTube de chez Skywatcher ou de certains modèles aussi de chez Orion, donc les XXG, je crois que c'est ça, qui sont motorisés, eh bien, vous n'avez pas tellement de suivi de votre cible. Or, le diamètre vous permet d'avoir un fort grossissement, vous permet par exemple de suivre une planète ou de suivre une cible de façon intéressante, mais le problème c'est que la cible, elle s'en va très vite, bien évidemment, à cause de la rotation de la Terre. Donc il faudrait motoriser votre télescope, et c'est là qu'entre en jeu la table équatoriale. La table équatoriale vous permet d'avoir un suivi donc de votre cible pendant à peu près 1 heure. Et voici par exemple un exemple de table équatoriale. Celle-ci a une course d'à peu près 1 heure et donc permet de faire le job avec cette table équatoriale et mon télescope 200-800, le Photostroke dans cette deuxième version. J'ai photographié tous les objets du catalogue de Messier, donc c'est quelque chose quand même qui marche avec des pauses courtes de 10 à 20 secondes, mais on arrive quand même à faire déjà quelque chose d'intéressant. Fabriquer une table équatoriale, c'est quand même un petit peu technique, il faut comprendre un peu la géométrie, il faut savoir bricoler, mais il y a quand même des astuces qui vous permettent de gagner du temps. Il y a des tonnes et des tonnes de tutoriels sur internet, je vous donnerai tous les liens dans la description, mais cet épisode aura lieu finalement un petit peu d'introduction au concept de la table équatoriale et de vous expliquer un petit peu comment j'ai fabriqué les miennes et quelles sont aussi les pistes d'amélioration auxquelles il faut penser. Une table équatoriale se construit strictement relativement à un instrument parce qu'elle va être conçue en fonction de la hauteur du centre de gravité de votre instrument et globalement aussi en fonction de son poids. On ne peut pas remplacer un télescope
de 10 kg par un télescope de 40 kg, si la table n'est pas conçue, en fait, on va la détruire. Donc, et ça, c'est toutes ces petites choses-là. En tout cas, déjà, elle va commencer à se déformer, et à un moment donné, il y a peut-être des choses qui ne vont pas supporter. Donc, tous ces trucs-là, il va falloir y penser. Pour ma part, j'ai déjà fabriqué 3 tables équatoriales, avec des techniques différentes de construction, et donc ça va vous donner aussi quelques petites idées en fonction des contraintes qui sont les vôtres, en réalité en fonction de votre instrument. Et c'est donc maintenant sur la chaîne Astro. Vous pouvez voir à côté de moi une monture Star Adventurer que vous connaissez. Cette monture Star Adventurer permet de compenser la rotation de la Terre par rotation autour de son axe polaire. C'est une monture équatoriale allemande, ça vous connaissez. Dans une monture équatoriale allemande, et là je vous montre finalement la petite équivalente, donc c'est celle de Simon Robb, eh bien vous avez en réalité 2 énormes roulements à billes à l'intérieur. Donc c'était ceux-là, enfin c'est ces modèles-là. Et donc ces roulements à billes, il y en a un qui est placé ici et un qui est placé ici. Toutes les montures équatoriales vont fonctionner sur ce principe. Bien évidemment, sur des montures de commerce, les roulements à billes sont de plus grand diamètre. Vous pouvez voir par exemple que finalement la partie œilleton du viseur polaire tourne en même temps que finalement la platine et l'ensemble. Donc bien évidemment, on a des énormes roulements à billes. Ce qu'on va faire quand on va construire notre table équatoriale, eh bien on va tout simplement scalper complètement à l'horizontale notre monture équatoriale allemande et ça va nous donner ça. On aura plusieurs possibilités pour ce qu'on appelle le pivot sud ici. Alors pivot sud, pour ceux qui habitent dans l'hémisphère nord, bien évidemment. Là, on pourra placer tout simplement des roulements à billes qui vont nous permettre de faire un axe de rotation. Et ici, il faut comprendre qu'on a un arc de cercle et il va falloir finalement, donc comme un roulement à billes géant, et on va replacer finalement 2 roulements à billes pour assurer la rotation. Donc voilà la version la plus simple d'une table équatoriale. Historiquement, la table équatoriale, en réalité, a été inventée dans les années, voilà, on peut dire 60-70. En fait, dans les années 60, les Russes ont conçu un télescope motorisé 3 axes, avec un axe qui était polaire, donc un Dobson-Altaz, mais avec un axe polaire supplémentaire et un 3e axe de rotation. Mais c'est un télescope, voilà, il était de l'autre côté du mur de Berlin, vous le savez bien. Dans les années 70, le français Adrien Poncet a inventé une table équatoriale qui porte son nom, et le principe était simplement d'avoir un champ plat et d'avoir des roulements à billes qui étaient par le dessous comme ceci. Donc on n'avait pas besoin de se prendre la tête au niveau de l'usinage, on avait simplement les 2 roulements à billes qui permettaient d'assurer la rotation face à un plan. Et donc en fait, en travaillant avec un axe d'un côté et un plan, on arrivait à faire la rotation correctement vis-à-vis de l'axe polaire. Bien évidemment, le problème de cette technique repose aussi sur la rigidité finalement de ce qui va relier les axes d'un côté et puis le plan de l'autre. Après ça, on a eu Alan G aux États-Unis, je crois que c'est un Américain, qui a eu l'idée de placer son roulement par contre de façon tangentielle. L'énorme avantage de ça, c'est que l'encaissement du poids finalement de l'instrument va se faire vraiment d'une façon beaucoup plus propre. Et donc c'est une des techniques que l'on va utiliser dans la construction de nos tables équatoriales. Dans les années 80, un autre Français va inventer une innovation majeure qui va permettre de donner toutes ces lettres de noblesse aux tables équatoriales et surtout les rendre aptes à supporter des télescopes de grand diamètre et donc par définition très lourds. Il s'agit de Georges Dotume, donc astronome amateur du club astronomique Bernard Liot au Vésinet en région parisienne, club dont j'ai été membre donc quand j'étais jeune, et j'ai rencontré effectivement ce monsieur Georges Dotume. Il avait fabriqué 2 télescopes Dobson de 360 mm de diamètre. Il avait lui-même poli tous les miroirs. Là-dessus, il a eu l'idée de faire des secteurs verticaux, ce qu'on appelle les VNS, les Vertical North Sector, qui permettent du coup de supporter et d'encaisser une charge beaucoup plus importante car verticale. Ces secteurs sont en réalité des portions d'ellipse et en août 1989, il déposera un brevet aux États-Unis, brevet qu'il va laisser dans le domaine d'une utilisation libre, y compris pour une utilisation commerciale, ce qui permet aujourd'hui à des artisans professionnels de vous proposer des tables équatoriales sur ce concept. Georges Dotume est très connu dans le milieu des Dobsoniens aux États-Unis.
Donc cette table équatoriale que vous voyez, qui est celle que j'utilise pour le 400, je l'avais conçue à l'origine pour le 300, fait appel à des secteurs J et poncet. Donc là, un roulement poncet, 2 roulements J pour ce qui est du secteur sud. Je n'ai pas de pivot parce qu'il serait beaucoup plus loin. Et de l'autre côté, vous avez donc des secteurs de type DOTUM, Vertical North Sector, donc côté sud. Ensuite, vous avez en dessous une crémaillère qui nous servira pour l'entraînement. Il y a aussi plusieurs possibilités pour fabriquer l'entraînement de votre table équatoriale. Vous pouvez remarquer également les vérins qui me servent à pouvoir faire un petit peu de correction en déclinaison. Donc voici une table équatoriale après plusieurs années d'évolution et de tests en tout genre qui permet de faire à peu près tout ce que l'on veut. Alors je vous propose de répondre à quelques questions fréquemment posées à propos des tables équatoriales et on commence avec une question donc de X Barrios qui me demande en me disant j'ai un MID LX 212 pouces et donc j'aimerais pouvoir lui faire une table équatoriale. Attention à la confusion. Les Américains, que ce soit chez Celestron ou chez MID, utilisent pour les Schmidt Cassegrain l'expression table équatoriale ou équatoriale plateforme, etc. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle un wedge, c'est-à-dire d'une inclinaison d'une monture à fourche pour pouvoir mettre donc le télescope dessus et avoir donc une monture équatoriale. Ça n'a rien à voir avec les tables équatoriales que l'on utilise nous pour Dobson, qui est le sujet donc de cet épisode. On continue avec une question de Weta, est-ce que tu peux nous donner les plans? Alors je vous ai donné énormément de liens, néanmoins je ne peux pas vraiment strictement donner de plans parce qu'une table équatoriale se fait en fonction bien, de la hauteur du centre de gravité de l'instrument, mais aussi de la largeur de sa base, etc. Donc je ne peux pas donner de plan, mais voilà, en s'imprégnant mécaniquement et en essayant de se représenter mentalement en 3D ce que va donner cette table équatoriale, je pense que tu y arriveras plus vite. Une table équatoriale doit être conçue en fonction de l'instrument que l'on va poser dessus. La raison, elle en est toute simple. C'est que si votre instrument, si son centre de gravité est trop haut ou trop bas par rapport à la table équatoriale, eh bien soit la table équatoriale va avoir tendance à revenir au milieu, soit la table équatoriale va avoir tendance à accélérer sur les côtés, donc à cause d'un problème d'équilibrage. Voici par exemple ce télescope qui n'était pas conçu, on a de la chance. En réalité, vous allez voir que ça va marcher pas trop mal. En fait, le télescope est en train de, comme s'il était en train de viser finalement le nord, et bien notre télescope, eh bien il tourne quasiment sur lui-même, donc c'est pas mal du tout. Et c'est comme ça effectivement que vous allez concevoir votre table équatoriale. Vous allez devoir faire un petit peu de géométrie avec un angle ici qui correspond à votre latitude, puisque la hauteur de l'axe polaire est égale à la hauteur de votre latitude, et ensuite de calculer finalement la distance à laquelle vous allez devoir mettre votre instrument, la hauteur de votre centre de gravité ici, et ici, donc une longueur par rapport au pivot. Donc le pivot il sort ici, il est à l'intérieur bien évidemment, mais il sort ici. Donc ma distance qu'il y a ici doit correspondre à la hauteur de mon centre de gravité pour que la table équatoriale soit correctement équilibrée. Donc ça, c'est une des données fondamentales dans la conception de votre table équatoriale. Vous ne pourrez pas vous échapper de faire quelques petits calculs et quelques petits dessins en géométrie et ensuite vous créez la table équatoriale en dessous. Ensuite, vous allez devoir faire quelques petits calculs. Vous avez votre pivot qui sort ici, donc qui est l'axe polaire. Vous avez ici le centre de votre instrument et vous avez hauteur du centre de gravité ici. Et vous allez tracer forcément un triangle ici, équilatéral, qui vous servira à supporter votre instrument. Et à partir de cela, vous allez déterminer votre secteur. Donc ce secteur va être un plan qui va passer par exemple comme ça, et vous allez calculer le diamètre. Comment calculer les dimensions de votre table équatoriale? On l'a dit, vous avez la hauteur de votre centre de gravité, vous avez le plan supérieur de votre table, et vous avez déjà votre axe polaire. Ça vous donne déjà 3 dimensions, mais ce ne sera pas tout à fait suffisant, parce qu'il va falloir aussi raisonner avec une vue de face, et j'ai pas trouvé ça trop dans les tutoriels. Alors, une première chose à partir, en fait, vous avez déjà, on va partir du principe, vous avez déjà réalisé l'intégralité du télescope avec son rocker. Son rocker, vous avez 2 dimensions à aller regarder. Vous avez la largeur de votre rocker. Cette largeur de votre rocker va vous donner du coup 2 points d'appui, et ces 2 points d'appui, eh bien, on va les faire
se mettre en cohérence par rapport finalement aux deux galets sur lesquels vont se transmettre la force d'appui de votre instrument. La deuxième dimension de votre rocker à prendre en considération, c'est sa diagonale. Tout simplement parce qu'elle va déterminer son mouvement à l'extérieur et finalement voilà, son gabarit à l'extérieur. Si jamais vous faites une table équatoriale avec un pivot qui dépasse, c'est une solution, eh bien songez qu'il ne faut pas bien évidemment venir buter contre ce pivot. Donc ça c'est un point à considérer. Avec la largeur aussi de votre rocker et finalement le plus petit côté de votre rocker, vous avez une dimension aussi à considérer, elle est relativement au patin sur lequel va glisser votre rocker. Et je vous conseille de prendre donc des patins en téflon. Donc à partir de ce moment-là, vous allez calculer finalement un cercle inscrit à l'intérieur de votre rocker. Ce cercle inscrit, vous voyez qu'il va se retrouver ici par rapport à nos trois patins. Et nos patins se retrouvent en face finalement, globalement, des roulements à billes. Donc vous comprenez que quand on est en train, quand on a le télescope qui est par-dessus, eh bien là, à ce moment-là, les forces, elles vont venir directement travailler finalement face aux trois points d'appui de votre table équatoriale. Et ça, c'est très important pour éviter justement les différentes flexions qui va nuire finalement à la stabilité de l'instrument. À partir de la largeur de vos deux roulements, vous allez devoir calculer finalement la plage, finalement la durée de mouvement de votre table, puisque votre table, elle va aller plus ou moins de quelques degrés. Vous savez, la rotation de la Terre, c'est 23h56 pour faire un tour vis-à-vis des étoiles. On va dire globalement 24 heures, ça nous fait 15 degrés par heure. Donc vous devez avoir une latitude là d'au moins 15 degrés pour avoir une heure de suivi. Donc on va rajouter 7,5 degrés de part et d'autre, et donc ça va nous augmenter finalement la largeur de notre table équatoriale, et ça c'est une donne absolument à prendre en compte. Alors vous voyez que j'aurais pu aller un petit peu plus loin de part et d'autre pour pouvoir faire mon mouvement. Et c'est à partir de ça que vous allez déterminer finalement la profondeur finalement de votre secteur vis-à-vis de vos deux roulements. Donc c'est là où on a un calcul de triangle à faire vis-à-vis de notre axe. Là on est sur un secteur circulaire, et donc on va avoir ce calcul, on a ces deux largeurs-là, il va falloir d'abord calculer ce triangle-là, mais il va falloir rajouter 7,5 degrés de part et d'autre pour pouvoir avoir la dimension complète. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir calculer réellement votre rayon et finalement, on va dire un petit peu la descente de votre table équatoriale. Donc, je ne peux pas vous donner les formules en tant que telles, tout ça, ça va dépendre de votre instrument, de la taille de sa base, etc. Mais le principe, il est celui-là. Donc en retraçant les différentes pièces que vous allez devoir réaliser, vous allez pouvoir calculer justement vos différentes dimensions. Commençons donc notre diaporama par ce télescope que vous ne connaissez pas. Il s'agit d'un Schmidt casse-grain de 135 mm de diamètre construit par Georges Dotume du club astronomique Bernard Lyot. Georges Dotume qui a donc inventé les secteurs VNS. Donc j'avais ce télescope, je lui avais fait une petite monture comme ça et j'ai voulu lui faire une table équatoriale. Donc la technique a consisté en fait à faire une plaque et à partir de profilés en bois qui étaient déjà pré-biseautés, donc c'était pas mal, et de me baser finalement sur cet angle qui était déjà réalisé finalement. Donc ça, ce sont par exemple des plinthes qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé verticalement là une colonne qui est collée tout simplement à cette plaque en bois que vous voyez là, et eh bien j'ai fait donc un pivot qui est un pivot sud. J'ai vissé au travers et donc du coup j'ai un axe. La planche que vous voyez là est une planche qui est avec une face droite ici et qui a déjà une préforme de notre table équatoriale. Et donc j'ai un profilé là qui va nous servir à faire un secteur, qu'un secteur circulaire dont le centre se trouve ici. Et la technique tout simplement c'est d'utiliser une perceuse en mode défonceuse et de tourner autour de cet axe là qui est matérialisé donc physiquement. Et donc en fait on va tourner progressivement, on va attaquer le bois. Voilà, donc là vous voyez très très bien l'opération telle qu'elle se passe. Et après ça, j'ai utilisé finalement un petit cylindre à poncer, toujours Dremel, pour pouvoir faire le secteur. Une fois que le secteur est réalisé, on va mettre les deux supports en parallèle et on va réaliser donc l'ensemble de la table que vous voyez ici avec le pivot ici. Alors certes, il est un petit peu bas sur l'axe de centre de gravité, mais ça marche quand même pas si mal.
Donc voilà, vous pouvez mieux voir le pivot. Donc il y a deux roulements à billes qui sont l'un ici, l'autre ici, et puis il y a un petit interstice pour éviter que ça frotte. Alors tout de suite, une première question vient, à savoir quels sont les roulements que vous allez utiliser. Et bien prenez tout simplement des roulements à billes, vous allez pouvoir en trouver sur... Alors des roulements à billes de roller, ça marche parfaitement, c'est ce que j'ai toujours utilisé, et vous en trouvez sur AliExpress ou sur Amazon. Le truc à bien considérer concernant votre roulement, c'est le diamètre intérieur qui vous sera donné de façon à pouvoir l'adapter. Donc les roulements à billes standard de roller, c'est du 8 mm à l'intérieur, celui-là est un petit peu plus gros, hein. C'est du 8 mm à l'intérieur, donc ensuite on peut prendre un tube de plomberie en cuivre de 8 mm de diamètre extérieur et on peut déjà commencer à faire des montages. Ce ne sera pas très difficile aussi de le fixer en visserie. Si jamais votre roulement qui vous sert de galet pour l'entraînement par le moteur, et bien là vous allez le noyer dans la colle cyano, à ce moment-là il ne tournera plus, ça fera carrément un galet. Par contre pour les autres, bien évidemment, on les laissera tourner. En fait on va simplement songer à les visser et on mettra une rondelle de l'autre côté quand même pour faire un petit escar par rapport à la surface pour éviter les frottements. Et donc ça marche absolument parfaitement pour tous les travaux. Les plans de roulement par contre, sur lesquels donc vont rouler vos galets, vous utiliserez par exemple des profilés aluminium. Alors l'aluminium face à de l'acier, l'aluminium va s'altérer, on songera peut-être à les changer tous les quelques années, mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura quelques petites aspérités, mais vu la lenteur des mouvements, en réalité c'est pas si gênant que ça. La motorisation, c'est une motorisation EQ1. Et dessus, j'ai mis un petit pignon et puis une crémaillère. C'est des crémaillères que j'avais trouvées chez Conrad Electronic. Et en fait, je les ai coupées un petit peu par l'arrière pour pouvoir les courber. Sinon, bien évidemment, elles sont conçues pour être droites. Et donc, ça nous permet, voilà, avec un élastique simplement, d'éviter un petit peu le jeu. Et avec ça, j'arrivais à faire du suivi lunaire et planétaire. Ça passait. Donc la motorisation, elle est alimentée par une petite carte électronique que j'ai donc du coup déportée et une pile de 9 volts, j'en ai mis deux pour avoir un petit peu plus de fiabilité au niveau de l'alimentation parce que ça s'effondre avec la baisse de la tension de batterie. Parlons à présent de la table équatoriale du 300, mais déjà commençons par dire que le centre de gravité commençait à devenir un petit peu trop haut. Donc il n'était pas possible de faire un pivot matérialisé, nous allons devoir déporter finalement le pivot sud de façon indirecte par un secteur J poncé qui va nous servir côté sud. Donc là bien évidemment il y a un petit peu de calcul à faire, mais bon globalement on peut y arriver. Attention à vous baser, à penser à un truc quand même, c'est qu'en réalité là vous allez devoir raisonner en triangle puisque vous allez devoir raisonner sur la largeur par rapport à cette profondeur là. Donc il y a un calcul de triangle à faire supplémentaire. Donc cette table équatoriale, en fait, elle a commencé par réaliser un disque. Alors réaliser un disque, c'est quand même assez simple si vous avez une ponceuse à bande. Vous partez d'abord d'un carré, vous tracez le centre de votre carré, vous tracez le disque, vous le découpez une première fois la scie sauteuse, on perce au centre, on fixe sur une plaque, et puis ensuite on va attaquer de façon tangentielle. Après ça, on va le couper, on va le fixer déjà avec des équerres à 45 degrés. Cette table, elle est conçue à 45 degrés et c'est quand même un petit peu plus simple de travailler de cette façon. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'équerre là pour pouvoir fixer ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va placer le deuxième demi-disque par-dessus qui va nous servir à garder finalement le centre physique de l'axe polaire. Là-dessus, l'autre concept aussi, c'est que j'ai voulu avoir finalement des secteurs VNS, mais surtout des secteurs VNS amovibles. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, ces secteurs VNS sont basés sur ces deux pièces-là. Là-dessus, ça nous fait une table qui a globalement cette place-là. Quand je parle de triangle, justement, voilà, il va falloir raisonner en fait avec ce triangle-là. C'est ça qu'il faut penser. On va effectivement bâtir déjà les deux pièces qui vont nous servir à construire les VNS proprement dit. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de collages, puisque là il y a du collage, puis il y a du pinçage, enfin, et on va visser au travers. De l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec une feuille de papier, et on va coller un énorme triangle derrière, ce qui va nous donner ceci. Cet énorme triangle, bien évidemment, quand on va le coller, on va veiller à s'approcher et à avoir toute cette arête-là droite qui soit bien au même niveau que ce support-là. Et ce support est un support en U que nous allons pouvoir décaler ici. Décaler parce que là, nous avons un roulement à billes que nous allons devoir mettre en face de cet axe polaire. Et c'est ce que nous allons réaliser avec le collimateur laser, tout simplement. Là, on n'est pas bon. Et en fait, quand on fait le décalage de ce U, là à ce moment-là on est bon et là on va coller. Du coup on va placer un roulement à billes
c'est ce que vous voyez là. Et ça va nous permettre de matérialiser la rotation, finalement, de l'axe polaire, tout simplement. Et du coup, en ayant fixé, donc là, c'est une planche de récup, on est vissé au travers, et là, on va pouvoir faire la rotation de droite et de gauche de notre table, et là, à ce moment-là, pouvoir travailler et commencer à usiner le secteur. Donc celui-là, je le rappelle, c'est une portion d'ellipse. On a un troisième secteur qui est ici, qui est un secteur de type donc J, sur lequel en fait on va aller placer une crémaillère d'entraînement. Donc en fait on va l'attaquer tout simplement avec un Dremel, c'est un choix, et puis à des moments donnés j'ai donné aussi des petits coups de cutter, voilà, hop, et au fur et à mesure on arrive à faire ce secteur-là, on va le terminer avec une surface de ponçage, là ça va nous servir à faire l'entraînement de la monture. Et je peux travailler aussi à 45 degrés pour aller matérialiser mes secteurs donc de type dotume. C'est une technique qui marche. La difficulté, c'est d'aller positionner la défonceuse comme ça verticalement ou à 45 degrés. Ça, c'est pas simple. Pour ça, il faut avoir un support de pied à colonne de perceuse sur lequel on peut faire varier les angles. Mais la technique marche. Pour la base, on va utiliser une équerre sur laquelle on va placer 3 roulements. Donc pour faire un roulement de type poncet, 2 roulements de type J, et puis on a 2 roulements ici qui sont des roulements de type dotume. On va les fixer sur la base, donc ici les 2 roulements dotume, les secteurs dotume ici VNS. De l'autre côté, on a le secteur J poncé qui est prêt, et on va ajuster la hauteur de ce côté-là. Donc on va calculer les centres, etc., calculer, mesurer les hauteurs, pour arriver à faire quelque chose de nickel. Donc j'ai utilisé des cales, et j'ai fait 2 plaques qui sont amovibles, ça c'est un choix personnel, vous allez comprendre pourquoi également. Donc avec tout ce travail-là, vous voyez qu'on a, ça y est, les 2 secteurs sont vissés, donc là ils sont pincés, ils ne bougeront plus. On recalcule les hauteurs, et là à ce moment-là on va avoir quelque chose de nickel. Pour ce qui est de la crémaillère, de la même façon que sur la première table qu'on a vue tout à l'heure, j'ai coupé régulièrement derrière cette crémaillère, donc une crémaillère type plastique, et que j'ai ensuite appliqué là-dessus. Le moteur est fixé à l'époque sur simplement un profilé en aluminium qui est tordu plié pour faire un angle à 45 degrés et venir placer le moteur dessus. C'est pas la solution finale, mais ça marchait. Le problème, c'est que le collage sur l'alu, ça ne marche pas. Bien évidemment, on va essayer d'économiser et d'optimiser la partie électronique, et donc on va la fixer un petit peu différemment. Voilà. Donc au final, voilà un peu ce que donne la partie inférieure de la table. Elle est vissée en fait sur la caisse du stroke parce que l'objectif c'était de tout avoir d'un coup. Et le montage, on a le rocker qui est par-dessus. Voilà un petit peu quelques vues. Au final, l'erreur périodique était trop importante, j'ai voulu faire une table équatoriale plus optimisée pour le 200 parce que j'ai ensuite fait un 200 mm, 300 mm c'était beaucoup trop long en termes de focale. Donc j'ai essayé de faire une table plus optimisée, éventuellement de pouvoir ranger des accessoires autour, c'était un premier essai. Je commence par une plaque qu'on va percer, donc là l'axe est ici, et on va faire un secteur. Donc ce secteur, je l'ai fait et bien tout simplement avec une rotation là-dessus, devant une ponceuse à bande, ça permet de faire quelque chose de clean, ou devant une Dremel, ça marche également. Donc on arrive à avoir un secteur qui soit propre. Cette plaque va se mettre sur ce biseau à 45 degrés de cette table. Et vous voyez que j'avais déjà prévu la possibilité de pouvoir faire un système de vérin qui monte et qui descend. Donc, quand je vous parlais justement d'un triangle, c'est là dont on parle. Ce triangle-là, on l'a ici, et il va falloir calculer cette épaisseur-là par rapport à la largeur, finalement, et à la profondeur. C'est tout un petit calcul, mais vous arriverez à le faire correctement, je n'ai absolument pas de doute. Et par rapport à la profondeur que vous avez, parce qu'au départ, vous avez calculé vos dimensions de rayon ici. Mais il va falloir calculer que vous puissiez aller jusqu'au bout à droite et à gauche. C'est pour ça que vous avez un triangle à calculer. En mettant le collimateur laser ici, on a une projection ici qui nous permet de savoir véritablement où se trouve l'axe polaire. À ce moment-là, vous pouvez le percer et vous allez pouvoir déboucher de l'autre côté et faire un trou de 22 mm de diamètre de mémoire qui correspond au roulement à billes. Donc là pour ça on utilise des fraises plates bien évidemment, et là on arrive du coup à pouvoir loger le roulement à billes. On va recouvrir le secteur d'un profilé aluminium, ça permettra d'avoir un truc plus lisse et donc d'avoir moins d'aspérité, un truc voilà, un peu plus clean. Donc c'est pas évident à coller, ça se colle avec de l'époxy et ça a tendance à se décoller régulièrement, donc je vous conseille une vis ici et une vis ici en travers.
Ensuite, on va trancher, une fois qu'on aura collé notre secteur, on va trancher à 45 degrés de façon à dégager la partie supérieure de la table. Donc la partie supérieure de la table est terminée. La partie inférieure, alors j'ai travaillé aussi dans un objectif de pouvoir faire de l'autoguidage avec une grosse plaque en aluminium. La partie inférieure, la voici. Donc là, ici, on a tout simplement un profilé à 45 degrés avec une plaque. Donc une plaque qui est inclinée à 45 degrés, qui est percée toujours du même diamètre pour pouvoir mettre les roulements à billes. De l'autre côté, on a des équerres, une autre plaque percée pour mettre un roulement à billes, percée pour mettre le moteur. Et là, il y a juste un petit montage à faire avec un tube de plomberie de 8 mm de diamètre extérieur et un peu de papier pour arriver à coller finalement l'axe. Et ensuite, notre roulement à billes lui-même est imbibé de colle cyano de façon à ce qu'il ne tourne plus sur lui-même. La vis papillon me servait à l'époque à pouvoir faire un système de débrayage, mais en fait c'est pas une bonne idée. Au final, j'ai détruit le moteur à l'intérieur. Donc en fait, il faut pas tirer sur l'axe. Et voilà la table équatoriale terminée. Donc cette méthode marche relativement bien en termes de construction. On veillera à incruster des écrous ici, ce qui nous permettra de fixer des pieds bien évidemment et de nous adapter au sol. Et le rocker. Une autre technique pour votre secteur, très complexe à usiner, c'est d'usiner votre secteur, qui est un secteur donc J poncé, mais à 45 degrés. C'est très complexe, je vous mets un lien dans la description. C'est Benjamin de Nantes qui avait fait ça sur le forum Webastro. Et c'est peut-être une des meilleures solutions si vous voulez avoir une table équatoriale fiable pour faire de la photo du ciel profond. La motorisation donc de cette table, parlons-en. Voici la première version de la motorisation de la deuxième qui était à courant continu mais avec un composant, un LM317. Vous avez un lien dans la description pour le schéma de cette petite télécommande. Donc c'est une alimentation fiable pour les moteurs EQ1. Ça nous permet avec une pile 9 volts d'avoir une tension qui soit vraiment strictement la même, même si la tension baisse, puisque là c'est un composant actif, il est de l'autre côté en fait. Bien évidemment, j'ai pas retenu cette solution malgré tout parce que là, le courant continu a l'énorme inconvénient sur ces moteurs-là d'avoir une puissance qui n'est pas adaptée à l'effort à fournir. Donc en fait, si l'effort à fournir est plus important, eh bien il n'y a pas assez de puissance. Dernière technique d'usinage, un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais néanmoins très efficace, ce que j'appelle l'usinage à la poutre. Certains le font carrément avec une véritable poutre. Vous avez vu qu'on a mis donc du coup une pièce à 45 degrés, si l'angle de la table est conçu pour 45 degrés. Bien sûr, une table, on peut la concevoir pour d'autres. La technique est de suspendre finalement cette table sous une barre horizontale qui offre une liberté de mouvement. Vous pouvez prendre carrément des gonds portes par exemple, mais vous avez un tutoriel donc qui vous montre comment le faire. Là, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des secteurs dont l'axe est ici, mais votre secteur, finalement, vous allez faire le mouvement comme ça. Et vous mettez une ponceuse à bande par le dessous, donc placée avec la bande au-dessus, et là, vous allez pouvoir travailler votre secteur de cette façon-là. Vous pouvez aussi mettre une poutre à 45 degrés, ou mettre une poutre, cette fois verticalement, et là, à ce moment-là, vous allez faire votre usinage comme ça. C'est tout à fait possible comme technique. Si par contre, vous voulez faire des secteurs donc de type dotume, là, ça va être un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que votre mouvement sera donc celui-ci. Et là, à ce moment-là, il faut que votre ponceuse soit placée à 45 degrés. Mais la technique fonctionne. Si vous avez par contre une poutre à 45 degrés, eh bien là, vous allez pouvoir placer du coup votre ponceuse à bande en direction du haut et ça va pouvoir fonctionner. Donc c'est à vous de voir en fonction de vos différentes contraintes, en fonction de votre outillage. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous donne finalement l'esprit du tutoriel plutôt que de vous dire strictement faites comme ça, puisque chacun aura une situation particulière. Et là-dessus, j'ai un pignon donc tangentiel qui vient attaquer ici une crémaillère. C'est pas la meilleure technique, je vais être très honnête, mais c'est une technique qui marche. Vous pouvez aussi choisir de motoriser finalement un des galets, c'est une solution que l'on retrouve très souvent. Personnellement, je n'ai pas retenu cette solution. Pourquoi? Parce que qui dit portion d'ellipse dit que la vitesse doit varier si on veut avoir un truc véritablement précis pour faire du suivi dans le ciel profond. Et ça va poser un problème. Déjà que la motorisation EQ1 est à courant continu et en fait la vitesse s'effondre avec la charge et s'effondre surtout avec la tension de la batterie qui elle-même s'effondre avec la température et sa décharge. Donc je n'ai pas retenu cette solution, mais elle est possible. L'autre solution, c'est une solution de vis sans fin
tangentielle. On continue avec une question de Adam Kiewitz64. Est-ce que tu peux nous expliquer les entraînements par vis sans fin? Eh bien, mieux que ça, je vais te montrer en réalité comment on peut faire un entraînement par vis sans fin. Et je pense qu'un des mieux réalisés, c'est celui de la table de chez The Dobson Factory. Donc Pierre Desvaux a fait un super système d'entraînement. La technique consiste à prendre deux vis sans fin que vous trouvez chez Casto et de les courber en fait sur un secteur de type J qui sera fait en avant de la table équatoriale. Les deux vis sans fin sont mises légèrement en quinconce et en fait elles vont réaliser finalement un négatif pour une vis sans fin tangentielle. Et en fait la technique marche très très bien. Après, la vis sans fin tangentielle, il faut qu'elle soit suffisamment rigide pour ne pas se tordre et se voiler avec le temps. Et on viendra faire un système avec un système de ressort et donc un système qui viendra la plaquer finalement sur les deux vis sans fin. Et ensuite, ça marche. Et après, derrière, dans l'axe, bien évidemment, vous mettez le moteur pas à pas. Et donc voilà, la solution marche, mais effectivement, la difficulté, ce sera de prendre un système qui va permettre de faire ce système de plaquage, mais ça marche très bien. Pour arriver à avoir une réduction quand même correcte, donc là maintenant on va parler du rapport de vitesse de la motorisation. Vous pouvez soit prendre une motorisation avec réducteur, c'est le cas des motorisations EQ1, soit vous pouvez prendre effectivement un moteur avec un réducteur dessus, ça existe. La troisième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle du micro-stepping, c'est-à-dire que vous avez les différents pas de votre moteur pas à pas, mais entre les pas, vous allez faire varier les tensions sur les bobines donc de votre moteur pas à pas et vous allez faire des étapes intermédiaires. C'est quelque chose qui se fait, pas tellement avec les Arduino, je ne suis pas sûr que ce soit assez précis, mais par contre ça se fait avec d'autres types d'électronique. C'est un peu plus complexe bien évidemment et ça explique aussi une partie du prix de certaines tables équatoriales que vous pouvez trouver. La table du dessus, il faut la faire quand même relativement rigide. Bon là j'ai mis carrément 3 cm, c'était peut-être un petit peu surdimensionné. Celle d'en dessous, il faut qu'elle ait aussi un petit peu d'épaisseur, sinon elle aura tendance à flamber un petit peu. Et là vous mettez des contreforts par rapport à cette platine qui est à 45 degrés également. Donc ça, ce modèle des tables équatoriales est capable de supporter... Après, ça dépend bien évidemment de toute la rigidité d'ensemble, etc. Mais vous êtes quand même capable de supporter un certain nombre de kilos, peut-être une dizaine de kilos. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le travail de la force tangentielle comme ça va être quand même assez violent et la motorisation EQ1, à un moment donné, elle n'aime plus trop, quoi. Voilà, donc ça, c'est quand même à y penser. Mais c'est un concept de table qui fonctionne. Et comme vous l'avez vu, en réalité, c'est pas si complexe que ça à fabriquer. Enfin, il faut quand même comprendre la géométrie, mais on y arrive. Donc le biseautage à 45 degrés ici et les biseautages ici sont un petit peu plus difficiles. Et puis ensuite percer à 45 degrés, là c'est pas forcément très très simple au départ, mais on y arrive. On continue avec une question de Smile Guaida, à savoir l'utilisation des imprimantes 3D. Attention, une table équatoriale va prendre des contraintes mécaniques absolument monstrueuses. Si vous avez un télescope extrêmement léger, je parle d'un télescope de 5 kg par exemple comme mon Stroke 200 à l'origine, vous pourriez envisager de faire quelque chose avec une impression 3D, mais par contre vous allez avoir des gros problèmes pour un télescope plus lourd. Le Photostroke, eh bien on est à plus de 12 kg, ça va très très vite. Donc très clairement je déconseille. En revanche, la découpe numérique avec des fraiseuses numériques est tout à fait utilisable. Je vous mets dans la description le lien d'un gars qui a fait une table équatoriale qui a été découpée à la fraiseuse numérique et ça peut être une bonne solution. Par contre, là vous allez vous taper des tonnes de calculs, mais ça fonctionne. Alors par contre, je crois que lui donne les plans de la sienne, mais attention, est-ce que ça va être adapté à votre instrument? C'est toujours la même problématique. J'ai encore un autre truc à vous montrer. Le Photostroke était sur une table équatoriale, c'était le Photostroke V2. Aujourd'hui, les Photostroke V3 et V4 ont été faits avec ce fer à cheval. Et je vais vous montrer un truc intéressant. Vous avez donc devant vous la monture, le fer à cheval de la version V3 et de la version 4. Donc ça, c'est la version 4 du Photostroke. Mais regardez, si je retire le télescope, je peux alors placer la table équatoriale de la version 2. En réalité, le diamètre du secteur était absolument identique, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de changer la vitesse de la motorisation. Et là par contre j'ai une autonomie d'1 heure simplement, alors qu'avec la monture en fer à cheval j'ai une autonomie de 12 heures. Bien évidemment à l'époque on plaçait le télescope donc sur ce rocker, il y avait une table, il y avait une plaque en alu à cause des vérins,
et on pouvait orienter le télescope dans tous les sens. Vous comprenez que le centre de gravité de l'instrument était à peu près situé ici, ce qui correspond au centre de gravité tel que je l'utilise aujourd'hui en version 4, donc avec la monture en fer à cheval. Avec le cas de la monture à cheval, vous pourrez remarquer que j'ai rajouté ici 2 petits galets. Ce sont des galets donc de type poncet. Le fer à cheval a un peu plus de souplesse et donc vient bien se plaquer, ça évite voilà, d'avoir des petites variations de mise en station. Sur une monture avec une rigidité comme celle-ci, ils ne sont absolument pas nécessaires. Concernant la mise en station, vous pouvez remarquer qu'il y a un support supplémentaire. Et bien ce support me permet de faire l'orientation en azimut ici et l'orientation en latitude ici, donc en jouant sur les vis que vous trouvez donc pour le pivot de type sud. À partir de ce moment-là, alors bien évidemment quand tout est serré, on a quand même plus de rigidité, et puis surtout quand il y a le poids de l'instrument, là à ce moment-là ça ne bouge plus. L'intérêt de ça, c'est que vous allez vous jouer des aspérités du sol, parce que si jamais vous vous montez comme ça, vous voyez que votre axe polaire, en fait, il va varier dans tous les sens, et forcément ça va poser des problèmes pour votre mise en station. Donc faites-vous un support supplémentaire avec éventuellement des patins en dessous par exemple, voire plus haut, voire éventuellement carrément des pieds pour justement pouvoir vous jouer des aspérités du sol. Et vous remarquez que j'ai un niveau à bulle ici. Ce niveau à bulle me permet de savoir justement si je suis bien cadré ici. Donc si je suis bien orienté verticalement comme ça, enfin à l'horizontale. On continue avec les questions de super patate volante. Combien de temps ça prend? Quel est le prix? Quelles sont les performances par rapport à une EQ6? Alors très clairement, les performances ne sont pas aussi bonnes qu'une EQ6, et surtout la grosse problématique, c'est que la table, elle va avoir une autonomie d'1 heure. Quand tu vas la remettre en position d'origine, tu vas refaire un mouvement ALTA, ce qui va faire que ton cadrage va tourner. C'est pour ça que je suis passé sur une monture en fer à cheval. La deuxième chose, bien évidemment, si tu veux avoir une très bonne erreur périodique, il va falloir que tu passes sur un réducteur planétaire. Là, ça va commencer à coûter cher. Le prix, j'ai envie de dire, le moins cher pour faire une table équatoriale, on peut s'en sortir pour 200 €, avec la motorisation EQ1 à 50 €, avec voilà, de la quincaillerie un petit peu dans tous les sens, du bois, de la colle, etc. Je n'ai pas parlé par contre des outillages, mais globalement on peut s'en sortir à moins de 200 € sans trop de difficultés. Si par contre tu veux commencer à monter en qualité, effectivement, des très bons réducteurs planétaires, tu en as pour 300 ou 400 €. Là, ça va commencer à coûter beaucoup plus cher. Quelles sont les performances à attendre d'une table équatoriale? À 800 mm de focale, avec le Sony A7S et le réducteur EQ1, j'arrivais à des pauses de 10 à 20 secondes maximum sans avoir de filet. 10 secondes, c'était vraiment pour les amas d'étoiles, pour aller vraiment dans le piqué. 20 secondes, plutôt pour avoir un truc plus tolérant pour les nébuleuses et les galaxies. La meilleure performance que je connaisse, c'est Benjamin de Nantes, avec des pauses de 30 secondes à 1200 mm de focale. Après, derrière, vous avez des tables plus professionnelles, avec des meilleures motorisations. Vous pouvez aller plus loin sur les temps de pause, etc. Mais après, derrière, clairement, il faudra partir sur des autoguidages. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné toutes les billes pour vous lancer donc dans la réalisation d'une table équatoriale. J'ai essayé de vous donner pas mal d'éléments qui pourront vous sembler un petit peu voilà, sans rapport les uns avec les autres. Par contre, quand vous allez regarder les différents tutoriels sur internet, vous aurez toutes les billes pour pouvoir fabriquer la vôtre. Si vous avez un stroke 250 au plan, vous avez la possibilité de faire la table qui a été conçue par le Club Magnitude 78 et qui est relative au centre de gravité, aux dimensions et au poids du stroke 250. Donc là, à ce moment-là, c'est une table qui fonctionne plutôt bien. Néanmoins, c'est une table qui est faite pour l'observation, l'astrodessin, mais pas tellement pour la photo, dans la mesure justement où c'est un secteur tangentiel sur des VNS. Et donc là, forcément, vous avez des problèmes de vitesse qui vont varier, surtout qu'elle est proposée plutôt avec un moteur EQ1. Mais elle marche et ça peut être une super solution pour débuter. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, à partager cet épisode, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, notamment pour un FAQ de réponses aux différentes questions. Merci, au revoir.